J'espère que tout roule pour vous, que la santé et la forme soient au rendez-vous. En 2017, alors que nous plongions au cœur d'un système tordu de magouilles étatiques en Algérie, une vraie machine à siphonner, les fonds publics à racketter les sociétés étrangères, à arnaquer sans vergogne, nous sommes tombés sur un document troublant. Un jugement, figurez-vous, un vrai tamponné enregistré. Il date précisément du 2 novembre 2017 émis par le tribunal de Harrach. Rien de flou, c'est noir sur blanc. Un papier officiel pur jus. On parle ici d'un morceau de vérité enterré dans une mer de mensonges. Dans ce fameux jugement, on découvre qu'une femme, pas n'importe laquelle, une militaire se présentait fièrement auprès de sociétés étrangères en Algérie comme étant une haute gradée, une commandante soi-disant en mission pour le ministère de la Défense. Mais pas seule. Elle affirmait agir sous les ordres directs d'un poids lourd de l'armée, le général-major Zer Damani. Ce monsieur-là, aussi discret qu'inamovible, dirige depuis près de 2 décennies, peut-être plus encore, le très stratégique département de l'action sociale. Oui, toujours en poste, indéboulonnable. Et ce fameux département, ce n'est pas une simple administration planquée dans un couloir poussiéreux. Oh non! On l'avait déjà croisé dans nos précédentes révélations sur la dynastie Buslama et leur empire BMI. Un rapide flashback arrive, patience. Ce service gère des choses très concrètes, logement pour militaires colonies de vacances, séjours médicaux à l'étranger, billets pour le Hajj, petits avantages sociaux. Sauf qu'ici, le mot social se chiffre en centaines de millions. Ce département est la tour de contrôle des privilèges militaires, la caverne d'Ali Baba du budget de l'armée. Tout passe par là, absolument tout. Le général Zer Damani, ce n'est pas un second couteau dans l'armée, loin de là. C'est un pilier, une figure incontournable du système militaire algérien. Cela fait quasiment 2 décennies qu'il règne sur l'un des départements les plus sensibles. Pour être exact, entre 2007 et 2008, il en prenait déjà les commandes. Et maintenant, en 2025, toujours aux manettes, solide comme un roc. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, ce personnage clé reviendra sur le devant de la scène très bientôt car on a encore des révélations en réserve. Du lourd. Mais revenons à ce jugement intrigant rendu à Harrach en 2017, passé totalement sous le radar à l'époque. Il met en lumière une certaine Dobrebi Yahya Hayat, une femme née en 1975, originaire de Miliana, aujourd'hui installée dans une cité militaire de Blida. Un détail intéressant, son père, lui aussi militaire, était colonel à la retraite au moment des faits. Et cette dame, figurez-vous, gérait un cabinet de conseil baptisé sobrement Bureau d'études Bilwe Yahya. Un nom aussi lisse que stratégique. Mais alors pourquoi Yahya? Eh bien, tout simplement parce que Madame Hayat avait flairé le bon filon. Quand elle croisait des investisseurs, qu'ils soient algériens ou venus de l'étranger, elle ne se présentait jamais avec son vrai nom. Non, elle se faisait appeler Yahya ou Yahya Hayat, histoire de glisser subtilement une référence. Et là, vous commencez sûrement à voir le stratagème, ce n'était pas un choix anodin. Elle comptait sur la confusion, sur l'homonymie, avec un certain Ahmed Yahya, ex-premier ministre. Un classique du genre chez les escrocs locaux. En Algérie, partager le nom de famille d'un haut dignitaire, même sans lien réel, même quand il s'agit d'une vague coïncidence génétique, peut suffire à ouvrir bien des portes et à vider quelques poches. Porter un nom comme Boutef Toufik Chengriha ou Yahya, c'est comme avoir un sésame magique dans les cercles de pouvoir. Même sans certificat de parenté, l'illusion fonctionne. Et une fois la victime ferrée, on lui vend du rêve, je peux débloquer ton dossier, j'ai mes entrées. Tout peut s'arranger, moyennant un petit geste. Et voilà comment on fait tourner la machine à pot de vin. L'art de l'escroquerie à l'algérienne version prestige. Alors oui, cette fameuse Yahya Hayat, ou plutôt devrions-nous dire celle qui s'est drapée du nom Yahya, a bel et bien utilisé ce patronyme comme sésame pour berner ses proies. Et le verdict ne vient pas de rumeurs ou d'un quelconque récit inventé. Non, c'est noir sur blanc dans une décision de justice. En novembre 2017, le tribunal de Harrach a tranché 3 ans derrière les barreaux. 3 ans fermes. Ce n'est pas une exagération, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit d'ouvrir le jugement. Mais qu'est-ce qui lui a valu cette condamnation? Eh bien, remontons un peu dans le temps entre 2015 et 2016. À cette époque, elle exige ni plus ni moins qu'un pot de vin vertigineux 1 milliard de centimes.
Oui, vous avez bien lu, 41 millions de dinars. Aujourd'hui, avec le dinar en chute libre, ça nous fait à peu près 200 000 à 280 000 euros. Mais il faut se replacer dans le contexte, à l'époque, la monnaie locale valait encore quelque chose. En 2017, cette somme frôlait les 400 000 euros, une coquette somme surtout, quand elle est obtenue en échange de promesses bidons. Le dinar, certes jamais très musclé, était à l'époque loin du désastre actuel, moins affaibli, moins laminé. Pas glorieux, mais disons survivable. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais au fait, à qui s'adressait cette généreuse demande de dons spontanés de 4 milliards de centimes? Cible choisie Bouhar Inchet, une entreprise turque bien implantée en Algérie. Le nom revient 2 fois dans les documents officiels que nous avons pu consulter. À sa tête, un homme, Gökh Nazir, le gérant. Cette société étrangère active sur le territoire algérien n'était pas une inconnue. Bien au contraire, elle avait déjà plusieurs projets immobiliers en cours bien répartis dans différentes régions du pays. Parmi les premières réalisations signées Bouhar Inchet, on trouve des logements à Massinissa, la nouvelle ville près de Constantine, puis direction Boumerdès où ils ont construit une résidence nommée Al-Bazatine. Mais le gros contrat, le véritable jackpot, leur tombe dessus à la fin novembre 2013. Et ce n'est pas une supposition, un document officiel l'atteste noir sur blanc. Le commanditaire du projet, une entreprise du nom de Housing Company Promotion. On y reviendra plus tard car elle mérite son propre chapitre. Bref, depuis cette fin d'année 2013, Bouhar Inchet était officiellement en charge d'un énorme chantier, plus de 1400 logements. Précisément 1431, ou 1432 selon les sources. En tout cas, c'était un méga projet destiné au ministère de la Défense nationale. Rien que ça. Housing Company Promotion. Ce n'est pas une société anonyme tombée du ciel. Non, c'est une branche directe du groupe Bouslama appartenant à une famille qu'on ne présente plus. Mehdi et Kara Bouslama, ce couple dont nous avons parlé il y a 3 semaines à peine. Et tenez-vous bien, ils ont eu l'audace, oui l'audace de déposer plainte contre des membres de l'armée algérienne. Résultat, leur entreprise s'est effondrée, leur vie a volé en éclats. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de plier devant la pression. Ils ont dit non à un chantage portant sur 2 millions d'euros. Oui, 2 millions. Un pot de vin réclamé par ceux censés les protéger. Et pendant ce temps, du côté de Bouhar Inchet, même scénario. Le patron Gökh Nazir, l'homme aux commandes, s'est retrouvé dans la même spirale. Lui aussi a été ciblé et on lui a réclamé pas moins de 400 000 € pour faciliter les choses. Même projet, même acteur, même méthode. Les Bouslama et l'entrepreneur turc ont été les 2 faces d'une même pièce. 2 victimes d'un système de corruption parfaitement huilé et toléré. Ce que je viens de vous raconter, croyez-le ou non, c'est en fouillant presque par accident que nous sommes tombés dessus. Oui, un vrai hasard. Enfin, si on croit encore au hasard dans ce pays. D'ailleurs, si vous avez manqué nos précédents épisodes consacrés à la famille Bouslama, je ne peux que vous encourager à aller les revoir. On ne parle pas de 2 vidéos lancées à la va-vite. Non, on a produit au moins 4, peut-être 5 émissions complètes sur cette affaire tentaculaire. Promis, dans quelques minutes, je vous glisserai un petit récap visuel avec extrait à l'appui et vous verrez par vous-même à quel point tout ça est édifiant. Et comme si ce n'était pas suffisant, 1 mois plus tard, à peine, le régime algérien se retrouve mêlé à un nouveau scandale. Cette fois, pas une simple histoire de pot de vin ou de faux papiers. Non, non. Le 15 novembre 2025, c'est carrément au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève qu'éclate une affaire d'empoisonnement. Oui, vous avez bien entendu empoisonnement et sur la scène internationale, s'il vous plaît. Encore un épisode hallucinant du feuilleton politico-toxique algérien. Souvenez-vous, notre toute première émission, celle qui a tout déclenché, c'est là qu'on a levé le voile sur une affaire où la sécurité militaire algérienne harcelait un avocat à Alger dans le seul but d'étouffer un gigantesque scandale de corruption. C'était le 16 novembre 2025. Une date qu'on n'oublie pas. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, on n'a pas relâché la pression. On a lancé une série d'investigations sur ce qu'on appelle désormais l'affaire F.A. Buslim. Pour ceux qui prennent le train en marche, F.A. Buslim, c'est un réseau d'entrepreneurs influents
Les véritables cerveaux derrière le groupe BMI. Ce groupe ne vendait pas des bonbons, non, ils étaient spécialisés dans l'impression bancaire, la fabrication de chèques de cartes bancaires et même de bandes de trésorerie. Bref, du lourd, du très lourd. Et ce n'est pas tout. Ils possédaient aussi une filiale baptisée Housing Company Promotion. Le nom est classe, mais l'activité l'était encore plus promotion immobilière. Pas du bricolage de quartier, non, ils avaient signé en 2012 un projet d'envergure avec le ministère de l'Éducation nationale et le syndicat national des travailleurs de l'éducation. Objectif, construire plus de 1200 logements. Un partenariat public-privé qui n'allait pas tarder à virer au cauchemar. Et devinez qui débarque un jour dans les bureaux du groupe BMI avec un grand sourire et un ton plein d'assurance, Madame Hayat Ihya en personne. Elle se présente comme une envoyée officielle du ministère de la Défense nationale et annonce la couleur. Nous sommes intéressés par votre terrain de 15 hectares à Baude. On voudrait vous proposer un contrat clé en main pour loger les employés du ministère, un projet d'envergure soi-disant stratégique pour l'armée. Mais vous allez voir, tout ça n'était qu'une belle mise en scène. Car cette même Hayat, c'est exactement celle qui, dans un autre dossier, a exigé un pot de vin de 400 000 € à l'entreprise turque Buhar Inşaat. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a aussi réclamé sans ciller 2 millions d'euros au groupe BMI pour leur faciliter la vie. Mais attention, si la plainte du constructeur turc a porté ses fruits, celle de la famille Bouslama, elle s'est perdue dans le silence judiciaire. Aucune condamnation, aucune suite. Hayat Ihya est resté intouchable. Ironie du sort. Le Turc lui a réussi à faire condamner l'escroc. Sa plainte a été entendue. Cet homme à mi-chemin entre investisseur et chasseur de contrats publics a vu ses accusations validées. Buhar Inşaat, sa société, fait d'ailleurs partie des rares entreprises turques à avoir concrétisé de grands projets immobiliers en Algérie, là où d'autres se sont fait plumer. Depuis 2017, c'est officiel 3 ans de prison ferme. C'est ce que la justice algérienne a infligé à cette prétendue commandante pour escroquerie aggravée. Le jugement est limpide, elle a tenté de soutirer l'équivalent de 400 000 € à une entreprise étrangère en se faisant passer pour une haute représentante du ministère de la Défense. Mais ce n'est pas tout, en plus de la prison, elle a été condamnée à verser près de 2 milliards de centimes à la société turque, soit entre 150 000 et 140 000 €. Oui, c'est noir sur blanc dans les documents judiciaires. Mais là où l'affaire devient carrément absurde, voire inquiétante, c'est qu'on parle ici d'une escroc officiellement reconnue par la justice et pourtant employée par le ministère de la Défense nationale. Encore plus fort, elle se permettait même de parler au nom du général-major Armani. Alors la vraie question, la seule qui vaille, pourquoi aucune enquête interne n'a jamais été ouverte contre elle? Silence radio. Comme si de rien n'était. Et si vous doutez encore de son réseau d'influence, laissez-moi vous rappeler ceci, en juillet 2012, elle s'est présentée tranquillement comme intermédiaire dans un projet immobilier censé bénéficier au ministère de l'Éducation nationale. Un projet validé par une convention en bonne et due forme signée entre le syndicat national des travailleurs de l'éducation et le groupe BMI International, le promoteur. Et oui, elle était là, bien placée. La preuve qu'elle ne jouait pas dans la cour des amateurs. Ce fameux accord signé en bonne et due forme devait permettre aux employés du ministère de l'Éducation nationale de bénéficier de logements flambants neufs, fraîchement construits, entre 2012 et 2014. On parlait d'appartements modernes clés en main censés améliorer concrètement les conditions de vie des enseignants et travailleurs du secteur public. Sur le papier, un projet social. En réalité, une porte d'entrée pour les manœuvres les plus douteuses. Et qui surgit en plein milieu de ce dispositif, notre fameuse commandante Hayat. Un jour, elle débarque dans les locaux de l'entreprise porteuse du projet sans être invitée et claque sur la table un document confidentiel. Un papier qui, normalement, n'aurait jamais dû sortir des couloirs du ministère de l'Éducation ou du bureau du promoteur. Mais ce n'est pas tout. Dans son sac, un deuxième document ultra sensible, tout aussi confidentiel. La dame ne venait pas les mains vides. Et qu'est-ce qu'elle leur montre précisément? Une convention officielle, cette fois, entre le ministère de la Défense nationale et la Caisse nationale de prévoyance, un organisme public chargé de financer les projets immobiliers pour les militaires. Un document interne classé réservé à l'usage strict des services de l'État.
Mais elle, tranquillement, elle l'a en main. Comme si de rien n'était. Preuve une fois encore que cette femme avait accès à des sphères normalement verrouillées. Et pourtant, accrochez-vous bien, cette femme, reconnue comme escroc par la justice elle-même, avait fondé un cabinet fantôme baptisé Bureau d'études Ouya. Un nom sorti de nulle part, aucune trace officielle, pas la moindre adresse, aucune inscription commerciale, rien. Et pourtant, incroyable mais vrai, ce bureau a bel et bien obtenu l'agrément de la Direction des Affaires sociales du ministère de la Défense nationale. Oui, vous avez bien entendu, un agrément officiel, un tampon administratif. Mieux encore, ce bureau a été accrédité, validé, légitimé par les plus hautes instances. Et ce n'est pas juste du décor. Avec ce faux cabinet, elle a signé des contrats au nom du ministère de la Défense nationale et géré des projets comme si elle faisait vraiment partie du système. Mais ce qui sidère le plus, c'est son accès privilégié à des documents ultra confidentiels. Elle mettait la main sur des pièces internes provenant directement des ministères algériens Défense et Éducation, rien ne lui échappait. Des dossiers qui, normalement, ne quittent jamais les couloirs du pouvoir. Mais pour elle, c'était open bar. Soyons clairs, une simple escroc ne peut pas s'infiltrer aussi loin dans les structures d'État, à moins d'avoir des soutiens solides derrière le rideau. Elle n'était pas là par hasard. Elle avait du réseau, elle était protégée et surtout, elle avait le fameux tampon, celui qui fait passer un imposteur pour une interlocutrice légitime. Et dans un pays comme l'Algérie, ce cachet, c'est parfois plus puissant qu'un décret présidentiel. Tenez-vous prêts, car ce que je vais vous montrer maintenant est assez parlant des photos exclusives que nous avons pu récupérer prises lors de la cérémonie de signature à la toute fin de novembre 2013. Un événement qui officialisait le partenariat entre le groupe BMI et pas le ministère de l'Éducation, non, car à ce moment-là, BMI, via sa filiale Housing Company Promotion, avait été contraint d'abandonner son accord initial avec l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'un autre ministère beaucoup plus puissant s'est imposé dans le jeu, celui de la Défense. Et devinez qui a tiré les ficelles? Toujours la même. Hayat, qualifié sans détour par la justice algérienne comme escroc professionnel, a réussi un tour de force ahurissant, torpiller un accord officiel dûment signé entre une entreprise privée et une institution publique. Un projet entier d'habitat social sacrifié pour laisser place à un deal militaire dicté par cette femme. C'est elle qui a forcé le transfert du projet vers le ministère de la Défense, s'assurant que les logements prévus seraient dorénavant réservés au personnel militaire. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre document vient confirmer cette opération. Une attestation d'attribution du chantier de Boud en date du 24 novembre 2023, désignant officiellement l'entreprise turque Sarl Boğar İnşaat comme réalisatrice du projet. Il y avait bien une cérémonie en grande pompe. Et oui, nous avons les photos officielles. On vous les montre juste après. Ça mérite d'être vu. C'était une grande cérémonie officielle organisée en plein cœur d'Alger, dans le prestigieux quartier des 8 ans. Regardez bien cette image. Là, au centre de la photo, fièrement drapée dans une écharpe aux couleurs de l'Algérie, on retrouve notre fameuse Hayat, entourée de deux figures clés. D'un côté, Mahdi Bouslama, patron du groupe algérien BMI Promotion, et de l'autre, Gök Nazir, le dirigeant turc de Boğar İnşaat. Eh oui, vous ne rêvez pas. Cette femme, que la justice algérienne elle-même a qualifiée noir sur blanc d'escroc, assistait en personne à la signature d'un contrat majeur, celui de la construction de plus de 1400 logements destinés au personnel du ministère de la Défense nationale. Rappelons-le, elle avait été condamnée 3 ans plus tôt par le tribunal de Harrach pour escroquerie. Et pourtant, elle était là représentant officiellement le ministère grâce à un bureau d'études agréé par la direction de l'action sociale du même ministère. Elle ne faisait pas que figurer, elle validait des projets à plusieurs millions d'euros comme celui des 1432 logements dont elle s'était accaparé la gestion. À peine la cérémonie terminée que Madame Hayat, ou plutôt celle qui se faisait appeler Hayat, dont le vrai nom complet est W. Yahya Hayat, passe à l'action. Elle convoque sans détour les époux Bouslama, propriétaires du groupe BMI et actionnaire majoritaire de sa filiale Housing Company Promotion, dans un bureau discret à Draria, un quartier plutôt huppé d'Alger. Et là, sans gêne, sans détour, elle leur pose ses conditions, 2 millions d'euros, ni plus ni moins.
Elle exige que la somme soit versée en dinars, plus de 20 milliards de centimes tout de même, ou au choix transférée en euros vers un compte bancaire à Dubaï. Oui, à Dubaï, là où l'argent sale aime bien se cacher. Nous sommes alors à la fin novembre 2023 et ce chantage de haut vol est lancé juste après une cérémonie officielle en toute impunité. Mais les époux Buslama, abasourdis, outrés, refusent net. Ils ne cèdent pas. Pas à cette mascarade, pas à ce racket organisé sous couverture d'un faux bureau d'études. Ils l'ont dénoncé noir sur blanc. On vous en a déjà parlé dans plusieurs de nos précédentes émissions, notamment celles diffusées entre le 15 novembre et la fin novembre 2025. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que oui, d'autres documents sont entre nos mains, et l'un d'eux, daté du 25 novembre 2024, est particulièrement accablant. Ce jour-là, la direction du groupe BMI adresse une lettre officielle au général-major Dahmani. Le ton est grave. Suite à notre conversation téléphonique de ce jour 25 novembre 2024, nous sommes abasourdis parce que vous venez de nous apprendre notre société aurait été victime d'une enquête lancée par un bureau d'études, le fameux bureau Yahya, qui nous a pourtant fourni des documents prétendument émis par le ministère de la Défense nationale. Et là, tout bascule, car le groupe BMI avait accepté de collaborer avec ce bureau sur la base d'un agrément en bonne et due forme, délivré par le ministère lui-même, numéro 441 B2 MDN. Et comme si cela ne suffisait pas, ce bureau leur avait imposé un partenaire, une entreprise sud-coréenne Pyramide, censée intervenir sur les chantiers dont celui de Boud. Résultat, Pyramide aussi s'est fait piéger, mais quand ils ont refusé de payer la taxe invisible, ils ont été écartés du projet purement et simplement, et qui a pris leur place une entreprise turque. Et vous devinez la suite, elle aussi s'est faite racketter. Franchement, mon esprit vacille devant l'ampleur du désordre. Comment ne pas être troublé quand on sait que Mahdi Boslama, directeur général du groupe BMI, et le colonel Rachid, un officier de haut rang des anciens services secrets algériens ex-DRS, avaient en fait pourtant été alertés, oui, alertés par la famille Boslama elle-même qui leur avait demandé assistance, après avoir été piégés dans une affaire de chantage de corruption et de racket montée par l'inévitable bureau d'études de Madame Yahya Hayat. Le colonel, après avoir été mis au parfum, avait même promis d'intervenir pour faire cesser cette mascarade. Et pourtant, la situation n'a fait qu'empirer. Les Boslama tentent de le recontacter, multipliant les appels. En vain, silence radio. Pendant ce temps-là, Madame Hayat, avec son flair légendaire pour les magouilles, ouvre discrètement des négociations dans le dos du groupe BMI avec une entreprise italienne condamnée par la justice pour tenter de leur refourguer le projet immobilier en cours. Et ce n'est pas fini. Pour justifier sa manœuvre, elle invente une nouvelle excuse, des occupants illégaux italiens seraient sur place. Et la surprise, elle exige 20 milliards de centimes, ni plus ni moins, pour que ces Italiens lèvent le camp et arrêtent les poursuites judiciaires, histoire de libérer le terrain et poursuivre le chantier. Et pendant ce temps-là, le colonel Rachid injoignable, silence complet. En janvier 2014, un message d'alerte urgent a été envoyé. Un SMS signé par Naël Boslama, épouse de Mahdi Boslama PDG du groupe BMI et maître d'ouvrage du projet immobilier de Boudarde. Le but, prévenir des pratiques douteuses, étranges, carrément malveillantes. Mais vous savez quoi? Aucune réponse. Silence total. Et pourtant, le général-major Zerdamani était pleinement informé. Il y a même eu des réunions dans son propre bureau en présence d'un ancien officier du DRS, le colonel Rachid, oui, le fameux colonel Rachid, celui à qui on avait dédié une émission entière. Il avait à l'époque rédigé une déclaration écrite à l'intention de la famille Boslama. Ce témoignage lourd de sens a fini sur le bureau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'après avoir épuisé tous les recours en Algérie, la famille Boslama s'est tournée vers l'international pour dénoncer l'inaction totale de l'État algérien, incapable de les protéger, ni eux, ni leur entreprise, ni même leur sécurité personnelle. Le résultat, leur société a été poussée à la faillite puis placée en liquidation, et pire encore, Karana Boslama, l'épouse, aurait été empoisonnée dans ce qui semble être une tentative d'assassinat fin 2017. Toutes ces révélations, on vous les a déjà exposées, preuve à l'appui dans une émission il y a 4 semaines.
On y dévoilait aussi le document posthume du colonel Rachid, décédé fin novembre 2024, à Alger des suites de complications pulmonaires sévères. Ce témoignage devait servir à leur combat juridique en Algérie, en France et auprès de l'ONU. Mais même en France, aucune suite judiciaire. Rien. Nada. On en reparlera. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que tout a été étouffé. Et le colonel est parti avec la vérité en bandoulière. Ce qui, au fond, reste le plus dérangeant dans toute cette affaire, c'est l'énorme paradoxe que personne ne veut nommer. Je vous ai montré chaque pièce du puzzle, chaque preuve. On ne parle pas ici de rumeurs ou de soupçons. C'est la justice algérienne elle-même qui a reconnu noir sur blanc que cette femme était une escroc notoire, une arnaqueuse. Et pourtant, elle a été employée officiellement par le ministère de la Défense nationale. Pire, elle a dirigé un soi-disant bureau d'études qui, même s'il ressemblait à une coquille vide, a quand même reçu l'agrément et l'accréditation des plus hautes autorités de ce ministère. Nous sommes en 2025. Et cette femme toujours introuvable, jamais arrêtée, jamais jugée. On murmure qu'un mandat d'arrêt international aurait été émis, mais allez vérifier par vous-même, aucune trace, rien. Le vide total. Ce dossier est un miroir impitoyable tendu face aux bas-fonds les plus fétides du système affairiste algérien. Une véritable plongée dans l'arrière-boutique du pouvoir là où l'on sort de l'ombre des figures troubles à peine identifiables, qu'on habille de titres officiels à qui l'on accorde des tampons en or sous prétexte de bureau d'études. Et ensuite, on leur ouvre toutes les portes. Ces individus deviennent les messagers officiels, les facilitateurs, ceux qui vont racketter en douce les sociétés étrangères ou faire chanter les opérateurs nationaux, toujours au nom d'une administration bien silencieuse. Le plus inquiétant, c'est que les plus hauts gradés savaient, prévenus, avertis, alertés, tout. Le général-major Zer Damani lui-même, toujours bien assis à la tête du même service, en 2025 a reçu les informations. Et pourtant, jamais la moindre action. Pas un mot, pas un geste. Rien. Le chantier des 1431 logements. Un rêve mort-né. Rien n'a jamais été construit. Le projet s'est évaporé, tout comme celle qui l'a torpillé. La mystérieuse Hayat s'est volatilisée dans la nature pendant que la famille qu'elle a brisée a sombré. Madame a frôlé la mort dans une tentative d'assassinat sordide. Monsieur lutte encore contre les séquelles physiques et mentales de ce cauchemar à ciel ouvert. Et l'arnaqueuse, 3 années de prison, ferme un mandat d'arrêt international censé avoir été lancé, mais aucune trace, rien. Elle s'est volatilisée comme un mirage. On a ici tous les ingrédients d'un scandale XXL arnaque, racket, faux documents, chantage, menaces, corruption, et pourtant silence radio. Tout a été soigneusement enterré à l'époque de Bille et reste ignoré aujourd'hui sous le régime actuel. Le système n'a pas changé. Il a simplement appris à mieux effacer les traces.